La solidité de la chaîne se mesure à la solidité du plus faible de ses maillons. Donc quand tu en as un qui est tout en bout de chaîne et qui est fragile, ça peut mettre en péril tout le système. Oui, parce qu'un avion ne sort pas s'il manque une pièce. Salut Thierry. Salut Gilles. Ça fait plaisir de se retrouver à la maison, non ? Ah oui, oui. Aujourd'hui, nous rentrons dans le vif du sujet avec notre invité, Frédéric Antras. Merci d'être là, Frédéric. Ouais. Bonjour à tous les deux. Tu es donc le délégué du cluster aérospace Auvergne-Rhône-Alpes. D'abord, la première question, c'est quoi un cluster ? Alors un cluster, c'est une association qui regroupe les acteurs du domaine aéronautique et spatial pour ce qui nous concerne Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on va employer beaucoup le mot de sous-traitants, donc des sous-traitants, des fournisseurs d'Airbus, de Dassault, d'Airbus hélicoptères, etc., de Boeing aussi, d'Embraer, de Gulfstream qu'on a évoqué. Et notre mission, c'est d'accompagner leur développement. Donc on a une mission de développement économique sur la région avec la volonté d'accroître cette activité aéronautique dans ces entreprises-là. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la filière aéronautique et plus particulièrement de toutes ces entreprises qui constituent donc les fournisseurs et sous-traitants. Alors on verra la différence tout à l'heure entre sous-traitants, fournisseurs, mais toutes ces entreprises qui construisent, qui fabriquent les pièces qui sont ensuite assemblées par les constructeurs. Parce qu'aujourd'hui, les avionneurs sont des assembleurs en fait. Ce sont des intégrateurs. On dit que Airbus peut aller jusqu'à 80% d'externalisation sur ses programmes. Donc Airbus fabrique de l'aérostructure, assemble de l'aérostructure, mais achète aussi de l'aérostructure. On va parler région, donc on va prendre l'entreprise Duquesne dans l'Ain. Par exemple, sur l'aérostructure de la 350, les cadres de fuselage sont faits à Civrieux, dans l'Ain, dans l'usine Duquesne, que vous pouvez voir si vous passez sur le bord de l'autoroute qui va de l'aéroport à Villefranche. En fait, un avion aujourd'hui, c'est un gros Lego. Et toutes les briques, elles sont fabriquées un peu partout dans le monde, notamment en région Rhône-Alpes. Alors, Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. On va pas faire du régionalisme, hein, c'est pas ça. Mais aujourd'hui, en Auvergne-Rhône-Alpes, on retrouve vraiment toutes les spécialités dont a besoin l'aéronautique. Alors, on dit, et pour se valoriser, on dit qu'on est la première région de France par rapport à la diversité de l'offre technologique. Et si on veut illustrer ça, on fournit des matériaux pour l'aéronautique. On a parlé aérostructure à 350, la fibre de carbone est fabriquée à Roussillon, elle est tissée, pré-imprégnée et transformée dans la région. Du côté d'Issoire, on va fabriquer des aluminium lithium qui servent aussi à la structure des avions, des matériaux titane et acier du côté d'Ugine. Donc ça, c'est pour la partie matériaux. Fabrication du métal et transformation. On fabrique aussi des systèmes. On parlait Gulfstream tout à l'heure, parce qu'il y a aussi une dimension internationale dans la filière aéronautique. Tous les systèmes carburants des avions Gulfstream aujourd'hui sont fabriqués à Saint-Étienne, sur le site Safran Aérosystème. Tous les systèmes. On va pas appeler ça un monopole, mais ils ont gagné l'ensemble des derniers programmes Gulfstream. Et aujourd'hui, tous les Gulfstream sont équipés d'un système carburant qui sort de Roche-la-Molière. Le Gulfstream, c'est l'avion d'affaires par excellence. Je dirais c'est l'avion qui regroupe tous les superlatifs. C'est l'avion le plus rapide, c'est l'avion qui a la plus grande autonomie, qui a la cabine la plus confortable en attendant l'arrivée du Falcon 10X. Du 10X. Mais pour l'instant, c'est l'avion aussi, c'est le petit Air Force One pour les Américains. L'administration américaine et notamment les militaires utilisent beaucoup le Gulfstream pour leur déplacement. C'est un avion qui peut faire le tour du monde en une seule escale. C'est vraiment assez extraordinaire. Et donc, là, tu me l'apprends. Je ne savais pas que c'était fabriqué à quelques kilomètres d'ici. Si vous voulez une chose encore plus surprenante, à Sassenage, dans l'Isère, à côté de Grenoble, chez Air Liquide, division Advanced Technology, on fabrique un des équipements du F-35 de Lockheed Martin. Sur tous les avions Lockheed Martin, la France n'est pas client de ce programme-là, programme militaire, donc le concurrent du Rafale. Il y a un équipement qui est fabriqué chez Air Liquide et qui est en monopole là-dessus. Donc à côté de Grenoble, tu dis ? À côté de Grenoble. D'accord. Et alors, je ne savais pas ça non plus. À côté d'Annecy, par exemple, on fabrique, ou même à Annecy, oui, Dassault fabrique le mini-manche, hein, c'est ça, ou les commandes ? Alors toutes les commandes de vol des avions Dassault, civils et militaires, donc Rafale et Falcon, sont fabriquées à Argonay,
dans l'usine Dassault qui a été créée, je crois, dans les années 60. Dassault a eu une expérience sur un programme où les commandes de vol avaient été achetées, elles étaient mal nées, et donc ils ont estimé que c'était un savoir-faire fondamental et critique pour l'entreprise que de maîtriser les commandes de vol. Donc ils ont créé un établissement, et pour l'implanter, comme ces commandes de vol faisaient appel à de la micromécanique, ils sont venus s'implanter dans la région pour bénéficier du savoir-faire horloger de la vallée de l'Arve, notamment. Et donc on retrouve dans ces entreprises, on retrouve un historique des savoir-faire qui est souvent saisissant. Donc tu parles du savoir-faire horloger de la vallée de l'Arve. Il y a aussi le savoir-faire des soieries lyonnaises qui a donné ce savoir-faire dans les matériaux composites. Brochier Genin, pour ceux qui connaissent bien l'économie locale, c'était des tisseurs lyonnais. Ils se sont mis à tisser de la fibre de verre. Il y a des choses qui sont allées sur le nez d'avion militaire ou sur le nez du Concorde. Et puis aujourd'hui, c'est devenu Excel par le rachat de ces entreprises, par l'entreprise américaine Excel. Mais effectivement, ce qu'ils exploitent, c'est le savoir-faire des soyeux lyonnais, conjugué avec un autre savoir-faire de la région, qui est le savoir-faire en chimie, pour faire des résines. Et donc, c'est l'ensemble de ces deux éléments-là, un tissage ou un tressage, plus une pré-imprégnation qui permet d'avoir un matériau composite. Donc les petits, entre guillemets, ont des histoires aussi captivantes que les grands, comme Airbus et Dassault. Alors, on ne peut pas dire qu'Excel est un petit, on va se faire taper sur les doigts. Je pense qu'à 4 milliards, on commence à être dans les... On n'est pas dans les très grands, mais on est quand même dans les grands. Je crois qu'Excel, c'est pas loin de 650 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'aéronautique en région. Donc c'est pas un petit. C'est une entreprise américaine. C'est une entreprise américaine. Et qui est implanté sur 3 ou 4 sites dans la région. 3 sites dans la région. Et des sites qui ont été créés relativement récemment. Il y a eu de très gros investissements récemment. Alors, il y a eu de très gros investissements à Roussillon, puisque ce que les Américains ont transféré, c'est la fabrication de la fibre de carbone. Donc, il y a 2 unités à Roussillon, la fabrication du précurseur, qui est du polyacrylonitrile, et qu'on vient dégrader derrière pour faire de la fibre de carbone. Ils ont une autre usine aux Avenières, où là, ils vont tisser... Et c'est la plus grande usine au monde de tissage de fibre de carbone dédiée à l'aéronautique. Au passage, à côté, on a chez Porsche la plus grande usine au monde de tissage de fibre de verre dédiée à l'aéronautique. Et puis, il y a les installations de Dagneux, où là, on est plutôt sur une activité de pré-imprégnation. Mais historiquement, il y avait des usines du côté de Villeurbanne. Il y avait d'autres usines qui ont été rationalisées. L'empreinte industrielle a été rationalisée dans ces empreintes-là. Mais alors, comment on peut expliquer qu'un groupe américain décide d'investir autant en France et dans la région, alors qu'il pourrait le faire chez lui ? On voit bien que toutes ces pièces, elles voyagent. Oui, mais je pense qu'à l'époque, ce qui est venu chercher le groupe Excel en faisant ces acquisitions-là, c'est du savoir-faire. C'est effectivement, on parlait tout à l'heure du savoir-faire issu de la soierie lyonnaise. Il y avait un savoir-faire dans le traitement de ces matériaux-là qui était innovant pour l'aéronautique, et c'est ça qui est venu acquérir le groupe américain. La question qui fâche en ce moment, c'est juste avant la pandémie de Covid, c'était au dernier salon du Bourget en 2019, Safran a annoncé la construction d'une très grande usine au sud de Lyon, mais vraiment dans la proche banlieue pour fabriquer des freins. Et donc une usine ultra moderne. Et depuis, on n'en parle plus parce que Safran a l'intention d'aller s'implanter aux États-Unis. Donc, la décision est suspendue. Moi, j'ai compris comme ça. Ouais. J'ai pas de révélation ou de scoop à donner. On te demande pas non plus. Je peux vous donner mon regard. Cette activité de freins carbone, elle est appelée à se développer. On a encore des avions qui volent avec des freins acier, notamment toute la partie des 737 d'ancienne génération. Donc il y a un marché en croissance, donc il y a un besoin capacitaire pour couvrir ce marché-là de la part de Safran Landing System qui est leader sur ce segment-là. Aujourd'hui, ils ont 3 unités de production, une à Villeurbanne, une à Walton aux États-Unis et une du côté de la Malaisie pour couvrir la plaque asiatique. Il y a un besoin capacitaire à terme, et je pense que c'est ça que pilote aussi Safran. C'est à quel moment cette usine doit sortir du sol pour répondre à un besoin capacitaire sur les 20-30 prochaines années. Et dedans, il y a un facteur qui est le coût de l'énergie. La production d'un disque de frein, dans les coûts de revient, c'est plus de la moitié, c'est le coût de l'énergie. Donc il y a sans doute aussi une attention particulière qui est portée par les analystes et les décideurs de Safran sur où est-ce qu'il faut implanter cette usine alors, au regard de ce qu'ils vont pouvoir estimer de l'évolution des coûts de l'énergie sur les 30 prochaines années. Donc là, on a donné quelques exemples de savoir-faire.
On a montré combien ces entreprises sont critiques pour les grands donneurs d'ordre comme Airbus, Dassault, Safran, Thales. Et puis on a montré aussi combien c'est important pour les territoires. On a parlé de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais on pourrait parler d'autres régions françaises aussi. Et combien ces décisions ne sont pas faciles à prendre quand il s'agit d'implanter une nouvelle usine pour répondre à un besoin d'augmentation de la production, comme tu disais, en parlant de besoins capacitaires ou d'autres besoins. Alors, est-ce qu'on peut préciser un petit peu ce dont on parle, ou donner la différence éventuelle entre fournisseur, sous-traitant? Est-ce que ce sont des termes qu'on peut employer indifféremment, ou est-ce qu'il y a une différence entre fournisseur, sous-traitant et éventuels autres termes? Et oui, j'en ajouterais même un autre, équipementier aussi, on parle d'équipementier. Alors, comment on différencie tout ça? Encore autre chose, équipementier, je fournis un équipement. Je vais reprendre mon exemple de Safran à Roche-la-Molière, donc système carburant. Dans le système, vous avez la partie système, donc conception d'un système global qui va délivrer du carburant à un moteur. Ce système est composé d'équipements, des pompes, des vannes, des clapets pour gérer ce carburant dans les voilures et dans le ventre de l'avion. Donc je suis autorité de design, je dessine, je conçois un équipement, je le qualifie et derrière je le livre à un client qui va le monter. Que je sois constructeur, systémier, équipementier, je vais faire appel à un réseau qu'on a l'habitude de qualifier de sous-traitants, dans lequel on va retrouver et des sous-traitants et des fournisseurs. Le sous-traitant, selon moi, c'est quelqu'un qui va travailler à la phase. Et historiquement, les donneurs d'ordre achetaient des opérations. Donc, ils approvisionnaient la matière, ils la livraient à une entreprise qui, si on prend l'exemple de l'usinage, réalisait des opérations d'usinage, livrait une pièce brute, le client la récupérait, l'amenait au traiteur de surface ou l'amenait au peintre, elle était post-traitée et elle retournait à l'usine. Pour ceux qui ne seraient pas familiers de ce vocabulaire dans lequel nous on baigne, donc ça veut dire que le donneur d'ordre comme Airbus ou Safran ou autre apporte le métal chez le... Alors, ça, c'est dans le cas du sous-traitant. C'est dans le cas du sous-traitant. Il apporte le métal chez le sous-traitant. L'opération d'usinage, donc c'est cette opération où on enlève de la matière pour créer une pièce à partir d'un bloc de métal. Et donc ensuite, selon ce schéma, le donneur d'ordre reprend la pièce pour l'étape suivante. Pour l'étape suivante. Typiquement, aujourd'hui, un traiteur de surface, donc quelqu'un qui va tremper la pièce dans un bain pour lui donner des propriétés, soit de protection contre la corrosion, soit de conductivité électrique. Lui, il reçoit une pièce, on va faire simple, il la trempe dans son bain, il la ressort et il la lie. Donc lui, il est sous-traitant d'une opération. Et sous-traitant, c'est vraiment, on me sous-traite une opération. Aujourd'hui, quand je suis une entreprise de mécanique, j'achète ma matière, je l'usine, je sous-traite la réalisation d'une opération de traitement de surface et je rends un produit fini à mon client. Donc je suis un fournisseur. Et au-delà de fournir, et c'est un petit peu le sujet aussi aujourd'hui, au-delà de fournir un produit, je fournis aussi un service parce que je fournis un délai, je fournis de la qualité. Donc je fournis un ensemble de services qui vont sécuriser l'approvisionnement de mon client. Donc je suis censé livrer à un certain niveau de qualité et dans les temps. Et dans les temps. Et cet ensemble, donc tout ce réseau d'entreprises, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la supply chain. Exact. Donc le chat, si vous avez déjà entendu ce terme, c'est ce la réseau chaîne de fournisseurs. Mais c'est la chaîne de fournisseurs. fournisseurs. Allez voir du côté des Canadiens, nos amis montréalais, ils ont toujours des très bonnes traductions pour ces éléments-là, donc ils parlent de chaîne de fournisseurs. Et ces fournisseurs, donc tu disais, il y a effectivement donc le sous-traitant. Là, je dirais, c'est le premier échelon, c'est-à-dire il exécute une pièce à partir d'un plan, d'une consigne. Mais quand on va plus loin, et là je pense par exemple à Daher qui dans son métier d'origine est des logisticiens, transporteurs logisticiens, une entreprise qui a 150 ans, et qui aujourd'hui est un des poids lourds de l'industrie aéronautique française. Daher est en mesure aujourd'hui de créer des pièces pour répondre à un besoin. C'est-à-dire qu'un avionneur exprime un besoin. Je voudrais que ce système fasse soit de cette façon et telle performance. Et à ce moment-là, c'est une entreprise comme Daher qui est capable avec son service, son engineering, de développer la pièce, de la soumettre, et puis donc de s'occuper de la produire et même de la livrer sur la chaîne d'assemblage. À l'instant T et au bon endroit. C'est-à-dire, c'est pas simplement de la livrer à l'entrée de l'usine, mais c'est de la livrer là où il y en a besoin sur la chaîne. Ça va jusque-là quand même. Ça peut aller jusque-là. Alors après, par rapport à ce que tu disais, effectivement, on va avoir différents niveaux de cahier des charges. Donc, soit j'ai un plan
j'ai un plan, il faut que j'usine. Alors, j'ai quand même une responsabilité en termes de méthode. Il va falloir définir quelle machine je vais utiliser, quels outils je vais utiliser, quelle stratégie d'usinage, c'est-à-dire faire un programme d'usinage implanté sur une machine et piloter cet élément-là. Donc, on parle de sous-traitants, mais il y a quand même un savoir-faire et une technicité qui est forte dans ces entreprises-là. Et puis je vais remonter, quand on est au niveau du système, là j'ai un cahier des charges qui est fonctionnel, qui va pouvoir se résumer peut-être sur une page A4 avec des spécifications de performance. Et derrière, effectivement, on va concevoir un système ou un équipement qui va répondre à ces performances-là, qui sont à la fois des performances fonctionnelles, mais aussi des objectifs en termes de masse, en termes d'encombrement, etc. Alors je parlais donc de Daher, mais plus proche de chez nous, on a à Issoire, il y a Rex Composite, le groupe Issoire Aviation. Là, ils sont capables d'aller jusqu'à certifier des sous-ensembles. Alors, il y a l'activité constructeur d'avions de voltige chez Issoire Aviation, voilà. Et puis à Rexia qui va à la fois, avec ses différentes entités, fabriquer des sous-ensembles composites. Effectivement, ils ont ce savoir-faire issu de leur vécu de constructeur d'avions, d'être capable de qualifier un matériau et de mener un certain nombre de choses. Et puis, ils ont aussi des opérations. Ils travaillent, par exemple, en lien avec Constellium sur de l'usinage de plaques d'aluminium Constellium qui est un fournisseur d'aluminium et alliage. Un fournisseur d'aluminium. Donc, les plaques d'aluminium laminées sortent de chez Constellium. Elles passent dans une des entités du groupe Rexia. Elles sont pré-usinées, ce qui permet d'améliorer ce qu'on appelle le ratio buy to fly, c'est-à-dire livrer moins de matière par rapport à ce qui va voler derrière et de récupérer les copeaux d'usinage pour pouvoir les recycler. Alors le buy to fly, c'est le ratio entre la masse d'aluminium qui est livrée à l'entreprise qui va fabriquer la pièce et la masse de la pièce à la fin. Et la masse de la pièce qui vole. Et souvent, quand on achète un lopin, un parallélépipède de matière et qu'on vient usiner une pièce dedans, le ratio buy to fly, il est parfois de 10%. C'est-à-dire que 90% de la masse initiale est un copeau, et donc est un déchet, un déchet de production. Un déchet à valoriser. Autant que possible. D'où l'intérêt et le gros enjeu aujourd'hui de pouvoir développer des chaînes de recyclage de ces matériaux. Il y a justement un article là-dessus avec... Constellium est en train d'initier un projet. Alors avec Tarmac Aerospace à Tarbes, c'est ça. Là, l'ambition est encore plus forte, et on en est au début de ce projet-là, mais c'est un projet important, c'est de récupérer l'aluminium des avions d'ancienne génération, donc un A320 qui aura fait ses 20 ans d'exploitation, récupérer l'aluminium et être capable de le refondre pour en refaire un aluminium aéronautique. Alors tu as dit un mot-clé, aluminium aéronautique, ce sont des alliages chers qu'on a mis du temps à développer, qu'on a mis beaucoup d'énergie à produire. Donc effectivement, si on peut garder l'aluminium aéronautique dans la filière aéronautique, ça permet de garder sa valeur. Ça évite d'envoyer de l'aluminium aéronautique dans une autre filière qui aurait besoin d'un aluminium de moindre qualité. Et puis en termes de décarbonation, ça permet de se passer de la source extractive qui a toujours un impact environnemental très fort. Donc on a parlé on a cité pas mal d'exemples d'entreprises qui fournissent, et donc pour bien comprendre ce dont on parle, qui sont les grands clients du réseau de fournisseurs français. Donc il y a Airbus, il y a Dassault, Thales, Safran et toutes les entités du groupe Safran. Safran, on a la partie moteur et puis toute la partie, on va dire, équipement. On a parlé landing system, des freins, mais c'est donc roues, freins, train d'atterrissage. Donc les anciennes entreprises qui étaient connues sous les noms de Messier Doty et Messier Bugatti, toute la partie nacelle. Qui sont des pièces plus compliquées à concevoir et à fabriquer que ce qu'on imagine. Mais oui, et le système de freinage aussi qui est intégré dessus. Donc vous avez tous ces acteurs français, Airbus Hélicoptère, Dassault, la partie civile et la partie militaire. Et quand vous vendez un avion Dassault, généralement vous mettez quelques trucs sous les ailes qu'on achète chez MBDA. Donc c'est aussi un client de la chaîne. Vous avez parlé Ariane 6 et vous en reparlerez dans d'autres émissions, mais Ariane et les constructeurs de satellites, Thales Alenia Space et puis Airbus Defence and Space sont aussi des clients. Ça, c'est pour la partie, on va dire, française, européenne. Toutes les entités Airbus aussi hors France,
rappelle, Airbus, c'est une entreprise avant tout européenne, avec des usines en France, mais aussi en Allemagne, en Angleterre et en Espagne. De la même façon pour Airbus Hélicoptère. Et puis vous avez les autres constructeurs, on l'a illustré tout à l'heure avec Roche-la-Molière, qui travaille pour Gulfstream, mais on travaille aussi avec Bombardier, et Roche-la-Molière fournit aussi Bombardier. Ouais. Tous les jours, vous avez des capteurs de chez Thales à Valence qui partent sur les lignes Boeing, Cruiser à Valence aussi, et dans la French Team, on va dire Boeing, donc on fournit les programmes Boeing, on fournit aussi Embraer. La TECOR notamment fournit des morceaux de fuselage d'Embraer, par exemple. Par exemple, ou les portes du 787 à Boeing. Voilà, donc oui, c'est l'illustration d'une industrie qui est fortement mondialisée. Quand on parle de fournisseurs de rang 1 ou fournisseurs de rang 2, qu'est-ce que ça veut dire, 2 ou 3 ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Le constructeur, on va dire, est le rang 0. Celui qui fournit en direct Airbus est un fournisseur de rang 1. Celui qui fournit Airbus en direct devient un fournisseur de rang 2. Voilà un petit peu l'illustration. Et puis après, puisque vous avez Airbus qui est un intégrateur qui va acheter des équipements, par exemple, à des entités du groupe Safran, qui lui-même va acheter des pièces mécaniques, l'entreprise qui fabrique ces pièces mécaniques achetant du traitement de surface, le traiteur de surface se retrouve en rang 3. Voilà le type de... C'est comme ça qu'on construit les rangs. Mais une entreprise peut être à la fois fournisseur de rang 1 parce que livrant certaines prestations en direct à Airbus et également rang 2 parce que passant par un Liebherr Aerospace ou un Latécoère sur d'autres productions. Et en termes de taille d'entreprise, tout à l'heure tu parlais de la taille considérable du groupe Hexcel qui fournit Airbus en composite. Donc Hexcel, tu parlais de 4 milliards de chiffre d'affaires, dont 650 millions, si j'ai bien retenu, en région dans le secteur aéro. Est-ce qu'on peut être aussi une petite entreprise et être fournisseur d'Airbus? Donc jusqu'à quelle taille on descend quand on parle du réseau de fournisseurs? Alors, fournisseur d'Airbus en direct, aujourd'hui, si vous êtes une entreprise de mécanique de 30 personnes, parce qu'on a encore beaucoup d'entreprises de cette taille-là, c'est compliqué. Aujourd'hui, quand vous regardez les fournisseurs de pièces détachées mécaniques chez Airbus, c'est plutôt des groupes du type... Mecachrome, Loac, Figeac Aero, donc c'est des groupes qui pèsent 200, 300, 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui sont nés récemment par consolidation. Consolidation, c'est-à-dire regroupement. Regroupement d'entreprises. Aujourd'hui, vous êtes 30, on va dire ce que va vous imposer Airbus en termes de cahier des charges, de gestion, de traçabilité, enfin tout l'environnement est pas supportable pour une entreprise de 30 personnes. Par contre, notamment les établissements du groupe Safran, et en fait, quand on observe la filière aéronautique, notamment nationale, on voit que tout le monde de la mécanique est hyper atomisé. Beaucoup d'entreprises, et notamment des entreprises de 30-70 personnes qui vont travailler en direct. On les a évoqués, les Safran Nacelle, les Safran Landing, etc., etc. Et est-ce qu'Airbus et les autres ont des fournisseurs dans d'autres pays européens? Alors, non seulement d'autres pays européens, mais partout dans le monde. On l'a dit tout à l'heure, Airbus, des implantations dans 4 pays. Donc Airbus s'approvisionne partout en Europe. Mais Airbus s'approvisionne aussi aux États-Unis, au travers... on parle beaucoup aujourd'hui, pour ceux qui suivent l'actualité de la supply chain, de Spirit, Spirit Aerosystem. Spirit fournit des morceaux de structures de différents programmes d'Airbus, donc a aussi une chaîne de fournisseurs aux États-Unis. Airbus achète certains équipements ou systèmes aux États-Unis, des entreprises comme Parker, comme Collins, donc qui ont aussi leur supply chain aux États-Unis. Et puis on développe aussi une supply chain en Asie. On a vu pas mal de choses qui se passent en ce moment en Inde. Alors, à la fois avec les groupes français, européens qui vont s'implanter en Inde et qui développent leur supply chain là-bas. Il y a plusieurs logiques à ça. Il y a des logiques, on va dire, géopolitiques, puisque on connaît la politique du Make in India, et pour vendre en Inde, il faut aussi acheter en Inde. Donc on appelait ça compensation industrielle jusque-là. Et puis il y a des logiques alors, les mots anglais me viennent de dérisking, de gestion des risques, de ne pas tout mettre au même endroit. Donc c'est un certain nombre de logiques, mais oui, encore une fois, supply chain, chaîne de fournisseurs mondialisée.
Alors dans le cas de Safran, donc il y a à la fois cette idée, je prends un exemple que je connais, de suivre, pour exporter, notamment en Inde, il y a cette idée de suivre la politique du gouvernement indien, Make in India, donc qui encourage les entreprises qui veulent fournir les compagnies indiennes notamment à fabriquer sur place, les compagnies indiennes ou l'armée de l'air, les armées indiennes. Donc une politique indienne qui encourage à produire sur place, donc Make in India. Et puis quand tu parlais de gestion des risques, notamment chez Safran, alors, encore une fois, c'est peut-être pas la seule entreprise qui fait ça, mais c'est une que je connais, qui a une stratégie de double source, donc au moins 2 fournisseurs par pièce, par élément du moteur LEAP. Le moteur LEAP qui est le moteur des A320 et 737. Puis quand vous livrez Airbus, quelque part dans le cahier des charges Airbus, il y a une obligation de gérer ce risque fournisseur. Donc soit vous avez une capacité interne et vous êtes dans une logique où vous sous-traitez une activité à une entreprise, donc vous avez cette double source entre l'interne et l'externe, soit vous allez générer effectivement une double source en cas de difficulté. Vous avez parfois des entreprises qui sont bêtement dans une zone inondable, un phénomène météo non prévu, ou un traitement de surface, une entreprise qui prend feu, malheureusement ça arrive. Vous ne pouvez pas bloquer une chaîne d'assemblage d'avions pour un incident de cette nature-là. Donc oui, la gestion du risque. Et la gestion du risque se conjugue avec l'opportunité, on va dire, ou la gestion géopolitique, et peut amener des fois à avoir une source en Europe et une source en Asie. Juste, je vous rappelle qu'aujourd'hui, donc, on parle de la supply chain, c'est-à-dire donc de la chaîne des fournisseurs, des grands industriels de l'aéronautique, que sont notamment Airbus, Safran, Thales, mais donc Dassault. On a vu Dassault, oui, on a vu aussi donc Boeing, Gulfstream, Bombardier, Embraer, qui ont des fournisseurs en France et en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on est aujourd'hui avec Frédéric Antras, qui est le délégué du cluster aérospace Auvergne-Rhône-Alpes. Frédéric, qu'on connaît bien parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on travaille ensemble. Cette semaine, on a reçu tous les résultats des grands groupes pour le premier trimestre 2024. Alors on peut dire que ce soit Thales, Airbus ou Safran, ça va plutôt bien. Ils sont soit sur le trait, c'est-à-dire qu'ils respectent leurs prévisions, soit ils sont même largement au-dessus. C'est le cas, par exemple, d'Airbus là, qui prévoit pour cette année un chiffre d'affaires compris entre 6,5... pas un chiffre d'affaires, pardon, un bénéfice entre 6,5 et 7 milliards d'euros pour cette année. Donc, Safran, c'est à peu près 4 milliards, donc c'est des bénéfices en hausse, des chiffres d'affaires qui se développent, là, très très bonne marge, donc tout va bien. Et les carnets de commandes sont gonflés. On dit chez Airbus, c'est à peu près 10 ans d'avance. Pour bien comprendre, ça veut dire que Airbus a des carnets de commandes qui lui permettent de savoir ce qu'il va produire dans les années à venir. Alors, c'est ce qu'on va voir. Jusqu'à 10 ans. C'est ce qu'on va voir avec Frédéric. Parce qu'effectivement, théoriquement, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Airbus a en commande presque 9000 avions. Sachant que cette année, son objectif, c'est d'en produire 800, d'en livrer 800. Donc voilà, c'est un calcul tout bête. Comme la cadence de production va augmenter, donc on peut penser que l'année prochaine ou l'année suivante, il dépassera 1000 avions. S'il n'y a pas une nouvelle pandémie, si au niveau des guerres, ça se calme un peu. Mais l'objectif, de toute façon, c'est qu'à terme, Airbus dépasse les 1000 avions, mais même avec 1000, ça fait encore 9-10 ans de visibilité. Donc tout va bien pour l'industrie aéronautique française et européenne. Et donc du coup, nous, on est vraiment des journalistes de mauvais augure en disant les sous-traitants aéros sous pression. Ben non, si on le dit, c'est parce qu'on les connaît bien, ces sous-traitants, et qu'on écoute bien le discours du GIFAS, c'est le groupement des industriels français. Alors donc là, on n'est plus en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais on est à l'étage supérieur, c'est-à-dire au niveau de la France. Et là, chaque fois qu'on rencontre les dirigeants du GIFAS, leur sujet de préoccupation actuellement, c'est les difficultés que rencontrent les fournisseurs de l'industrie aéronautique pour suivre le rythme imposé par les donneurs d'ordre. Le terme de sous-pression est juste ? Oui, mais Airbus est aussi sous pression.
parce qu'aujourd'hui, les compagnies veulent des avions. Alors, on va peut-être redonner un petit peu de contexte. Vous avez parlé Covid. Covid, plus personne volait. L'activité s'était effondrée 80% du point de vue exploitation. Et puis, chaque fois qu'on a rouvert une frontière, les gens ont repris l'avion. Aujourd'hui, cette année, les prévisions sont à 4,5 milliards de passagers transportés sur 2024, soit un niveau supérieur à ce qu'on avait connu en 2019. Et les compagnies ont besoin d'avions pour assurer cette croissance-là, mais aussi pour se doter d'avions qui soient plus économes en carburant, avoir une partie remplacement de leur flotte. 75% de la flotte est encore constituée d'avions d'ancienne génération. Quand vous passez d'un A320 à un A320 Neo, donc avec une motorisation CFM56 à une motorisation LEAP, vous gagnez 15, 20, 25% de consommation en carburant. Donc vous avez une équation économique qui vous permet de financer ces acquisitions-là. Et puis des obligations aussi, j'invite les plus curieux à aller voir tout ce qui est le programme Corsia de l'OACI, le programme de croissance neutre en carbone, donc une obligation pour les compagnies et une volonté d'acquérir des avions. Et aujourd'hui, Airbus, alors on revient au thème de la pression, Airbus a des demandes qu'il ne sait pas satisfaire. Et notamment sur la famille A320, un besoin d'être en capacité de livrer toujours plus d'avions. On était descendu à une cadence de 40 avions par mois pendant la crise. On est remonté autour de 50-55 avec la volonté d'aller à 75. Tu parles les chiffres, 2019, c'est 863 avions livrés par Airbus, si je me souviens bien. On vit cette année 800, donc on est encore en dessous de ce qu'on faisait avant la crise, et on veut monter à des cadences qui vont effectivement amener vers 1000-1100 avions par an dans les prochaines années. Mais il y a besoin de ça pour libérer ce qu'on appelle des slots, donc des disponibilités de livraison pour permettre aux compagnies qui le souhaitent de pouvoir acquérir des avions. Aujourd'hui, si vous voulez acheter un A320, vous allez avoir 4, 5, 6 ans d'attente pour pouvoir vous faire livrer de cet avion-là. Donc Airbus aussi est sous pression. Donc tout le monde est sous pression pour livrer, et on a cet objectif d'aller vers une cadence de 75. On va prendre la 320 parce que c'est le plus emblématique, d'aller vers cette cadence de 75 avions par mois, et c'est tout ce chemin à parcourir où toute la chaîne est sous pression pour faire ça. Et elle est d'autant plus que, alors on parle à 320, on a la 350 qui remonte, là ils viennent d'annoncer de retourner vers une cadence 12. Donc à 320, donc avion de 150, 180 places environ, c'est la famille A320. 180, 230 places. Voilà, si on parle de la 319, je ne sais pas si elle est encore fabriquée d'ailleurs. Oui, 319 Neo, mais il n'y en a pas beaucoup, non. 320 Neo et A321 Neo, donc des avions court, moyen, courrier aux alentours de 180, 230 places. Donc vraiment le cœur du métier, le cœur de la demande en tout cas pour Airbus. Il y a l'équivalent chez Boeing, le 737 MAX, dont Safran et GE fournissent les moteurs. Et puis tu parlais de 350, donc avion long courrier d'Airbus, donc là entre 300 et 450 places, je pense, si on tasse beaucoup. Donc avion qui fait des grandes distances. Tout à fait. Et donc tu disais que la cadence remonte aussi pour la 350. Remonte aussi. Vous avez la 220 qui est le programme qui a été acheté par Airbus à Bombardier, donc là qui est, on va dire, qui est le remplaçant de la 318 à 319, en avion de 130, 150 places. Là aussi, il y a un objectif de passer d'une cadence aujourd'hui qui est à 6 avions par mois, d'aller vers 14. Et puis, on pourra rajouter le Rafale. C'est le Rafale Dassault a annoncé beaucoup de contrats export. Donc, la volonté de passer de 1 avion par mois à 3 avions par mois. 1 à 3, c'est énorme en augmentation au regard de la complexité d'un programme de cette nature-là. Puis, vous avez parlé Ariane 6. On a tous les doigts croisés pour qu'on tire bon du premier coup là, au mois de juillet, Ariane 6, mais on prévoit de monter à 6, puis à 8 par an. Donc on rappelle Ariane 6, donc le lanceur spatial qui va remplacer la fusée qui va remplacer Ariane 5. Ariane 6 pour laquelle on croise les doigts après 4 ans de retard. On espère que, comme tu dis, que ça va marcher. Donc il a aussi besoin de cette demande qui est globale. Et puis vous rajoutez les tensions, on va dire, sur le terrain de la défense. On lit régulièrement des communications gouvernementales sur le besoin d'augmenter les cadences. Et tout ça tape globalement sur le même ensemble d'entreprises. Parce qu'une entreprise peut être sur plusieurs programmes. Une entreprise peut être sur plusieurs programmes. Civil, militaire. Civil, militaire.
il y en a aussi qui sont sur plusieurs marchés. Elles ne sont pas toutes 100% dédiées à l'aéronautique et au spatial. Elles peuvent faire de l'aéronautique et du spatial, mais elles peuvent conjuguer ça aussi des fois avec de l'activité dans le domaine médical ou dans le domaine nucléaire. Et souvent, dans le domaine nucléaire, vous allez retrouver des savoir-faire qui sont identiques. Et là aussi, il y a des gros projets dans le domaine nucléaire de construire 14 EPR de nouvelle génération. Donc, on a vraiment de gros besoins. Et puis, face à ça, des difficultés. On parle tous les jours recrutement. C'est une des difficultés. C'est une réalité. C'est une réalité du terrain. Alors, pour ce qui concerne le GIFAS, dans les chiffres donnés, c'est 25 000 recrutements dans la filière l'année dernière. Nous, 28 000, mieux qu'espéré. 28 000, ouais. Nous, on estime sur la région qu'on est à 4 000 en CDI uniquement sur la région l'année dernière. On va être à peu près du même ordre. Embauche en CDI. Embauche en CDI, on est à peu près du même ordre cette année. Et ce qu'il faut voir, c'est la période Covid a conduit à une contraction des effectifs. Pas forcément beaucoup de plans sociaux, mais des départs en retraite non remplacés, des contrats à durée déterminée arrêtés. Et donc, ce volume de recrutement fait qu'il y a beaucoup de nouveaux entrants dans les entreprises. Donc, un gros besoin de formation aussi pour récupérer ou retrouver des niveaux d'efficacité opérationnelle qu'on connaissait avant. C'est-à-dire qu'un nouveau n'est pas encore aussi productif que la personne qui le remplace. On dit que former un soudeur, c'est plusieurs années. Un soudeur, un chaudronnier, c'est plusieurs années. Alors un chaudronnier, on rappelle, c'est un des mots qui fâche certains dans le secteur aéronautique. C'est que c'est pas celui ou celle qui fabrique le chaudron de Panoramix. Le chaudronnier, c'est quelqu'un qui a un savoir-faire clé dans le domaine aéronautique, qui travaille le métal. Alors, est-ce que tu peux un peu nous expliquer? Alors, je parlais du mot. Faire un peu de publicité. Bien sûr, volontiers, mais alors juste pour dire pourquoi j'ai dit c'est un terme qui fâche, parce que l'industrie se dit c'est un terme qui est pas très attirant, qui fait pas très haute technologie. Il y a quelques années, on se demandait s'il faudrait pas trouver un autre nom pour le chaudronnier. Moi, je trouve ça très poétique. Donc, que fait le chaudronnier? Alors, pour ceux qui veulent vraiment voir ce que fait un chaudronnier ou un soudeur aéronautique ou autre, on a sur le site du cluster, on a fait des films métiers qui sont visibles sur notre site. Donc vous pouvez aller voir, c'est des petits films de 2 minutes 30, 3 minutes et qui sont assez illustratifs de réalité de ces métiers-là. Le chaudronnier, il fait de la déformation de métaux à chaud. Généralement, il part d'une plaque de tôle qui va chauffer dans un four et puis il va venir la déformer souvent avec une forme. Alors, souvent il y a des activités de tôlerie à côté, mais il peut aller jusqu'à taper au marteau marteler sa pièce pour lui donner une forme particulière. Donc un savoir-faire très manuel. Un savoir-faire très manuel et qui demande beaucoup d'expérience pour arriver à être reproductif et arriver au niveau de technicité qui est demandé. Tu as parlé en premier lieu du recrutement, parmi les difficultés du moment. Ça fait un moment que les entreprises, si on met à part la période Covid, ça fait depuis le milieu des années 2010, c'est ça qu'on entend parler de difficultés de recrutement dans le secteur aéronautique, ou est-ce que c'est encore plus ancien? On a du mal à trouver les compétences et assez de... On a du mal à trouver les compétences, donc on a besoin de... Mais là, je vais donner des poncifs, mais on a besoin de redonner de l'attractivité au métier de l'industrie. On a subi un petit peu aussi... redonner de l'attractivité au métier de l'industrie... Pour moi, ouais, d'accord, mais pour moi, c'est redonner envie. Qu'est-ce qui pourrait freiner quelqu'un d'aller travailler dans l'industrie? C'est un métier plutôt technique, plus correctement. Mon point de vue personnel, on a quand même véhiculé des choses avec la stratégie de Lisbonne. Si vous vous rappelez la stratégie de Lisbonne dans la fin des années 90, 3% du PIB consacré à la R&D, l'Europe qui devient le continent de la création, et puis on laisse la fabrication aux pays asiatiques. Ce qu'il fallait, c'était être en avance sur l'innovation. Et quand on parle de réindustrialisation aujourd'hui, c'est parce qu'on a estimé à une époque qu'on pouvait être aussi ce qu'on appelait fabless, c'est-à-dire sans usine. Ce qui comptait, c'était être à la pointe de l'innovation. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on perd la maîtrise de la fabrication, mais on a véhiculé ça. Donc on a besoin de remontrer qu'il y a de l'avenir dans ces métiers. Et l'aéronautique est un très bon terrain, parce que généralement, quand on gagne un programme, on le gagne pour les 25 prochaines années. Donc il y a de la pérennité dans l'activité. Et pour ceux à qui ça correspond, aller faire Schumacher ou soudeur. Non, mais c'est des beaux métiers. Et, vous visitez les entreprises, vous voyez des gens avec le sourire qui vous expliquent ce qu'ils font, qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et donc, c'est redonner l'opportunité pour ceux
pour qui ça correspond, de s'épanouir dans ces activités-là qui, en plus, vont donner des conditions salariales qui ne sont pas négligeables. Les conditions de travail dans les usines, est-ce que ça peut en freiner certains? Alors, pour moi, ça s'est beaucoup amélioré. Et puis, encore une fois, on fait des choses pour lesquelles il faut un savoir-faire. Donc, il me semble que ce sont des métiers intéressants. Quand on est sur une chaîne de production, que ce soit chez un sous-traitant ou chez un grand constructeur. Mais bon, il y a aussi des usines où, par exemple, l'environnement reste bruyant. Par exemple, ça c'est une réalité. Vous avez des usines où l'environnement reste très bruyant, notamment, par exemple, quand vous avez des métiers à tisser, le métier, ça tape. Et donc, ça génère du bruit. Par contre, on équipe les gens avec des moyens de protection, ce qu'on appelle des EPI, des équipements de protection individuelle. Mais malgré tout, l'environnement industriel a quand même beaucoup changé. C'est un des objectifs des films que l'on a fait. Et par exemple, quand on va utiliser ces films qu'on utilise avec des casques de réalité virtuelle, vous allez à la rencontre de jeunes de 3e, 4e, vous leur faites essayer, regarder un film. Souvent, le retour que vous avez, c'est « je ne savais pas que c'était ça l'industrie ». Et l'image, elle est plutôt l'image des temps modernes. Et les temps modernes... le film de Charlie Chaplin. Les temps modernes d'aujourd'hui sont quand même bien différents des temps modernes d'alors. Alors, on a pu le tester ici même, c'est-à-dire que Elliot Beer, là, qui est sur le chat aujourd'hui, est venu... Il est formateur à Polyaéro. À Gap, donc c'est un centre de formation tourné vers l'aéronautique. Il est venu sur ce plateau, il nous avait amené des casques de vision virtuelle augmentée avec lesquels travaillent leurs élèves. Et c'est vrai que c'est assez bluffant. Et alors, ce qu'il nous disait, c'est que dans les classes qui sont équipées, les élèves passent tout le cours avec ça sur les yeux et ils oublient complètement leur téléphone, là. Parce qu'ils sont dans un autre monde. Et ce niveau de technicité qu'on a dans la formation, on le retrouve dans les ateliers. C'est vrai que, alors tu le dis, Thierry, c'est vrai que certains ateliers sont plus bruyants, moins équipés, mais... Là, je suis allé chez Aura Aéro à Toulouse, donc qui est un constructeur aéronautique qui démarre. Pour l'instant, il n'y a aucun avion certifié, aucun livré non plus. Donc là, c'est vraiment le démarrage. Mais même dans l'atelier de menuiserie, moi, j'avais le souvenir de l'atelier de menuiserie, par exemple, de Robin à Dijon. Là, les jeunes qui travaillent dans cet atelier... Leur plan est sur leur tablette. Il n'y a plus de papier. Je veux dire, à côté du bois, qui est la tradition dans l'aéronautique, on voit des tablettes. Donc est-ce que ces nouvelles technologies dans les ateliers, ça peut aider à redonner de l'attractivité à ces métiers de l'industrie? Ça aide même sur des choses peut-être plus surprenantes, c'est le lien intergénérationnel. Parce que quand vous faites effectivement de la dématérialisation des ordres de fabrication, vous allez le jeune qui est moins expérimenté, qui va être plus à l'aise avec l'outil numérique et qui parfois va être le compagnon qui va accompagner le salarié plus ancien qui a plus de savoir-faire, mais dans l'utilisation de cet outil numérique. Donc ça permet aussi de créer du lien intergénérationnel. On est au début de ce mouvement de numérisation. Il se fait petit à petit. C'est pas le cas encore dans toutes les entreprises, mais oui, c'est un facteur d'évolution. On a parlé du recrutement comme une des principales difficultés de la chaîne de fournisseurs. Dans les autres difficultés, moi j'ai entendu parler du besoin en fonds de roulement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Le besoin en fonds de roulement. Quand vous augmentez le volume de production d'une entreprise, vous allez avoir besoin de recruter des gens, de les former. Vous allez, si je garde le cas de mon usineur, vous allez avoir besoin d'approvisionner de la matière. Et donc, vous allez engager des dépenses. Derrière, vous allez produire. Et puis, vous allez livrer. Et enfin, vous allez facturer. Et plus votre volume d'activité augmente, plus le volume d'argent que vous devez consacrer à la phase qui est avant d'arriver à la facturation augmente. Et c'est ça qu'on va appeler le besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire le cash, l'argent liquide que vous allez dépenser, que vous allez verser en salaire, en achat, et qui va vous servir à produire. D'accord, donc de l'argent que vous devez dépenser avant d'en gagner. Avant d'en gagner. D'accord. Et donc c'est une des difficultés. Aujourd'hui, on a, effectivement, on revient toujours à ce qui s'est passé pendant la crise. On a des entreprises qui se sont endettées avec ce qu'on a appelé les PGE, donc les prêts garantis par l'État, qui leur ont donné une bouffée d'oxygène.
Donc elles ont des profils qui ne sont pas toujours hyper sexy pour les banques, dont on fait le constat qu'elles sont plutôt frileuses aujourd'hui à accorder des financements. Mais il y a besoin de faire du financement, alors qu'on appelle le financement court terme, pour financer la trésorerie de l'entreprise et lui permettre de réaliser. Donc on a des entreprises qui, à l'instar de Sky Airbus, ont des carnets de commandes qui sont pleins, mais qui se retrouvent limitées parce qu'elles ont du mal à financer leur activité. C'est pas qu'elles sont mal gérées, c'est pas qu'elles n'ont pas de perspective, c'est qu'elles ont un besoin de liquidité simplement pour financer leur activité à court terme. Et c'est paradoxal puisque ce sont des entreprises qui peuvent dire aux banquiers, aux prêteurs éventuels, regardez mon carnet de commandes, regardez la visibilité, regardez les garanties que j'ai pour les années à venir, et elles ont quand même du mal à obtenir des prêts. On est d'accord sur les paradoxes et on travaille aussi avec nos amis des banques pour essayer de faciliter cette relation-là. Est-ce que c'est nouveau, cette attitude des banquiers ou des investisseurs ? Je pense que c'est cyclique, mais oui, là, on a eu une grande défiance du monde de la finance ou du monde global vis-à-vis de l'aéronautique. À un moment, on parlait aérobashing. Dénigrement systématique. Voilà, le dénigrement systématique de l'aéronautique. Donc, il y a un travail à faire qui est fait, qui est un travail de long cours pour redonner de la confiance, montrer de la perspective et de redonner envie, acculturer aussi. Parce que finalement, on est dans une région qui n'est pas naturellement aéronautique. On a toujours, nous, apporté ce travail-là d'évangéliser, de faire connaître. Mais donc, on a aussi dans les banques des interlocuteurs qui travaillent un coup avec une entreprise qui fait de l'aéro, le lendemain avec du médical. Enfin, donc, ils n'ont pas la culture non plus du marché. Donc, on essaye de travailler avec eux aussi pour leur apporter des éléments objectifs qui leur permettent d'apprécier les dossiers, de faciliter le financement de ces activités-là. Et je reviens à un des points que tu évoquais. Ça peut arriver qu'une banque dise l'aéronautique, c'est un secteur dont l'empreinte carbone est trop importante, je refuse de financer pour cette raison. Alors, je ne l'ai jamais entendu sous ces éléments-là. Ça fait partie des points d'interrogation que j'ai. Comment ça s'intègre est-ce que ça s'intègre dans la réflexion ? Je n'ai pas la réponse à cette question-là. Ce qui est sûr, c'est que c'est un autre... Alors, on glisse un peu vers un autre sujet, mais la notion de bilan carbone pour les entreprises aéronautiques, d'abord, c'est une exigence que Airbus, Safran donnent à leurs sous-traitants, d'être capable d'estimer aujourd'hui quel est leur bilan carbone. Et puis, quand on dit fait un bilan carbone, on fait surtout une trajectoire pour réduire son empreinte derrière. Alors, pour revenir là sur cette question des banques qui sont réfractaires quand il s'agit de financer des projets aéronautiques, je sais, j'ai eu pas mal de témoignages d'aéroclubs, par exemple, qui ont eu des refus de leur banque de prêts alors qu'ils voulaient acheter des avions, mais parce que la banque avait décidé qu'elle n'aidait plus elle ne finançait plus des projets dans l'aéronautique, par exemple. Ça faisait partie de leur politique RSE. Mais alors, le GIFAS travaille avec, on va dire, le niveau national. Nous, on travaille au niveau régional. On a, dans quelques semaines, on va réunir aussi tous les interlocuteurs bancaires régionaux. Enfin, on leur propose de venir. On a quelqu'un d'Airbus qui vient, quelqu'un du GIFAS qui vient. On va échanger avec eux sur les perspectives et le devenir de la filière, y compris... Donc sur les enjeux de court terme dont on est en train de parler, c'est-à-dire d'augmentation des volumes de production, mais sur les enjeux de moyen terme aussi en termes de décarbonation de l'industrie aéronautique, on essaye d'apporter des éléments de réponse pour faciliter cette relation-là. Tout un travail de la part du cluster aérospace en région et du GIFAS au niveau national, donc on rappelle le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, tout un travail de soutien des entreprises quand elles cherchent des financements, quand elles cherchent des prêts par exemple. Un travail de soutien et puis d'essayer de créer un environnement qui soit favorable au développement de cette activité-là. Un environnement favorable, c'est-à-dire dire aux sous-traitants, je vous donne la garantie de commande dans les années à venir, ça peut être ça ? C'est aussi environnement favorable, c'est aussi faire en sorte que quand ils arrivent devant leurs interlocuteurs, et notamment bancaires, l'a priori redeviennent positifs. Voilà. Donc des petites piqûres de temps en temps. Il semble que les régions soient très très impliquées aux côtés des entreprises, parce que donc tu dis au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez beaucoup d'initiatives. Tu parles là de cette sensibilisation, ce travail de fond avec les banquiers, mais vous avez donc beaucoup d'engagements, notamment sur la formation, sur les recrutements, sur la manière de travailler aussi
en réseau. Et donc ça toutes les régions sont très, très impliquées. Est-ce qu'on peut dire que les régions sont la courroie de transmission de la politique nationale de réindustrialisation, sachant qu'il y a des colorations politiques qui font que la courroie de transmission, des fois, elle peut patiner. Alors, l'État a sa stratégie. Aujourd'hui, ça s'appelle France 2030. C'est porté au plus haut niveau de l'État. Qui fonctionne bien. Qui fonctionne, qui a des objectifs moyen terme. Et il faut se rappeler que la loi Pacte de 2015 a donné leur offre de chef de file en termes de développement économique aux régions. Et donc, on a beaucoup de projets, de dispositifs de financement qui sont du cofinancement État-région. Donc, il y a une recherche d'alignement, on va dire, stratégique entre les exécutifs régionaux et l'ambition nationale, mais ce qui est logique. Mais la loi confère à la région ce rôle de chef de file de développement économique, donc c'est logique qu'on s'appuie beaucoup sur les régions. Et si on revient à l'aéronautique, on a souvent eu des programmes de développement qui se sont appelés performance industrielle, qui se sont appelés industrie du futur, qui étaient des financements ou des cofinancements avec les régions. Donc oui, la région a un rôle important. Alors elle a un rôle important pour nous, parce qu'elle nous soutient, elle est à nos côtés, et elle a un rôle important pour les entreprises. La notion d'appréciation du risque par le banquier, et effectivement, une entreprise qui va avoir un profil capitalistique avec des partenaires financiers, et donc une structure capitalistique plus forte, va apporter plus de garanties à un banquier. La gestion l'appréciation du risque ne sera pas la même. Aujourd'hui, il y a effectivement je ne sais pas s'il faut appeler une défiance, mais une difficulté à lire et à gérer le risque lié à une entreprise unipersonnelle ou une entreprise au capital familial. Donc une entreprise a intérêt à augmenter son capital pour être crédible vis-à-vis des banquiers. De ce point de vue-là, oui. Mais après, ça appartient à chaque chef d'entreprise d'avoir sa propre stratégie. Et aujourd'hui, quand vous êtes une entreprise, vous êtes à la 3e génération, c'est l'entreprise familiale, elle a toujours été... Enfin, voilà, il faut le mettre dans une vision stratégique de développement de l'entreprise, ce que vous allez faire avec votre capital, comment vous l'ouvrez, à quelle hauteur et avec qui. Alors, est-ce qu'on peut dire un mot du rôle des fonds d'investissement ? Je pense en particulier aux fonds, j'essaie de dire les mots dans le bon ordre, Tikehau Aéro Partenaires. Il y a eu ce fonds-là, il y a une première itération qui a commencé, je crois, en 2020, une deuxième itération qui vient d'être lancée fin 2023, en décembre. Donc, il s'agit d'un fonds d'investissement qui est managé par Tikehau Capital et auquel participent aussi les 4 grands, Airbus, Dassault, Safran, Thales, les 4 grands français, et d'autres institutions comme BPI, comme le Crédit Agricole. Donc ça, c'est un fonds d'investissement qui a été créé pour soutenir les entreprises, d'une part face à la crise Covid, d'autre part dans une consolidation qu'on estimait nécessaire depuis déjà longtemps. Donc est-ce que tu peux nous dire un mot du rôle de ce fonds d'investissement ? Est-ce que ça marche ? Et comment fonctionne un fonds d'investissement ? Non, mais il y a eu plusieurs types d'opérations, parce qu'il y a eu des opérations effectivement de soutien d'entreprises en difficulté. Ça a été le cas plutôt en 2021. Il y a derrière une stratégie effectivement de consolidation, donc de rapprochement d'entreprises pour faire des acteurs plus importants. Tikehau n'est pas le seul fonds. Tikehau est un fonds filière, est un fonds dédié. Par contre, c'est un gros fonds et c'est pas forcément le fonds vers lequel va se tourner une PME pour une première ouverture de capital. Vous avez des fonds locaux, alors Ciparex, Garibaldi Participation. Enfin, vous avez d'autres acteurs en capital qui peuvent venir aussi accompagner des entreprises et qui vont être, on va dire, il faut choisir le fonds par rapport à ce qu'on est, à la dimension de l'entreprise, à son ambition. Voilà, trouver la bonne adéquation. Mais Tikehau, c'était quand même, enfin, le fonds Tikehau ACE Capital, c'était 800 millions, si je dis pas de bêtises. C'est ça, 770, ouais. 770 millions. Qui étaient sur la table, donc qui français. ont quand même servi et qui ont permis à certaines entreprises qui se sont retrouvées en difficulté dans la période Covid de passer cette étape-là, qui avait besoin de recapitalisation. Oui. Ça veut dire que les groupes qui font partie de ce fonds, donc tu as dit les 4 grands, c'est-à-dire Airbus, Thales, Safran et Dassault, ça veut dire que ces 4 groupes, par l'intermédiaire de ce fonds, sont rentrés dans le capital de leurs fournisseurs ?
Non, elles sont rentrées dans le fonds. Ouais. Et après, le fonds est gestionnaire de D'accord. Donc, c'est pas direct. C'est pas direct. Après, vous retrouvez généralement dans une entreprise qui a ouvert son capital à Tikeo, que ce soit de manière minoritaire ou majoritaire, parce qu'ils ont les deux types de participation. Vous allez retrouver dans les conseils d'administration des anciens d'Airbus, de Safran, souvent des gens qui viennent de passer du côté retraite, qui vont venir accompagner ces entreprises-là. Comment on le voit ça? Est-ce que c'est un élan de solidarité de la filière ou c'est au contraire de l'opportunisme de financier? Moi, j'ai l'impression que c'est un sacré exemple de cohésion de la filière. Enfin, quand même, les quatre grands dont on parlait qui cofinancent, qui se mettent ensemble, qui mettent un pot commun. Moi, je trouve que c'est un bel exemple de cohésion de la filière. Qu'en penses-tu? Si ça avait été de l'opportunisme, Airbus a les moyens, si on prend Airbus ou n'importe lequel des quatre, il y a un sous-traitant qui est en difficulté, ils ont les moyens de mettre la main dessus, de le racheter, d'en faire un actif, on va dire, de le retourner et puis de le revendre derrière. Donc non, au travers Tikeo, il ne se comporte pas comme un fonds prédateur. Donc on est plutôt, je suis d'accord avec Thierry, dans une logique de cohésion de la filière. Alors, on a vu aussi que malgré toutes ces carnets de commandes qui sont énormes, donc il y a des entreprises en difficulté, voire en très grande difficulté, et certaines ont été secourues à la dernière limite. Au niveau de la filière, il y a des gens dont le rôle, c'est de surveiller justement de ce qui se passe, de voir la santé et d'intervenir en cas de problème d'une de ces entreprises. Chaque donneur d'ordre, chaque client a ses propres mécanismes d'observation de la santé de sa supply chain. Il y a une consolidation de ces éléments-là au niveau du GIFAS, c'est-à-dire arriver à partager, si vous avez un fournisseur qui est commun à un Safran et un Airbus, arriver à partager une information sur une entreprise qui pourrait être critique. Nous, au niveau local, on avait mis en place au moment de la crise une cellule de crise. Donc, on avait mis à disposition de la ressource, mis à disposition des entreprises de la ressource. Qu'est-ce que tu... c'est quoi de la ressource? Alors, c'est déjà ma personne qui était là en termes d'interlocuteur pour qualifier une situation, qualifier un besoin. Et puis derrière, on avait des ressources au niveau de la préfecture, au niveau de la région, au niveau de la BPI, en fonction du besoin, pour aller essayer d'apporter, de structurer une réponse qui permette à l'entreprise de passer ce cap-là. Donc oui, il y a des mécanismes d'observation, il y a des mécanismes de diagnostic qui permettent de monitorer, de voir une évolution, de voir une dégradation ou une appréciation d'un risque et de monitorer la santé globale d'une filière. Après, la maille, ce qui est compliqué, c'est la maille d'observation. Et vous avez toujours, on parlait de rang tout à l'heure, des fois vous avez un fournisseur qui est en rang 3, qui est visible de personne et qui est critique. Et celui-là, vous vous rendez compte tardivement qu'il est en difficulté et il va poser de la difficulté à toute la chaîne. Donc c'est aussi des situations qui arrivent. Ce que répète le GIFAS dans chacune de ses conférences de presse, c'est que la solidité de la chaîne se mesure à la solidité du plus faible de ses maillons. Donc quand tu en as un qui est tout en bout de chaîne et qui est fragile, ça peut mettre en péril tout le système? Oui, parce qu'un avion ne sort pas s'il manque une pièce. Il va sortir de sa chaîne s'il manque une pièce dans la cabine, mais s'il manque une pièce sur le moteur, vous ne pouvez pas monter le moteur. S'il manque une vis sur le train d'atterrissage, le train d'atterrissage, on ne va pas pouvoir le monter. Ça descend jusqu'à ce niveau-là, donc. Je veux dire, tu parles d'une vis, d'un truc comme ça. On est dans des produits, on le sait, chaque pièce qui rentre dans la composition d'un avion ou d'un hélicoptère doit être certifiée. On va pas, s'il manque une pièce, on ne peut pas aller l'acheter chez Chaque avion a son certificat de type. Ouais. Et puis après, il y a des modes dérogatoires. Par exemple, on va prendre un autre exemple. On sait que le trou sur le fuselage, c'est un trou de 15. Si le compagnon il manque le trou il est un peu plus grand, et vous allez avoir un trou de 17, on va changer de rivet, on va mettre un rivet spécial et on va faire une documentation et sous dérogation, mais parce que on a qualifié que cette dérogation elle permet de voler dans les mêmes conditions de sécurité, parce qu'on en revient toujours à la sécurité, on va pouvoir faire.
Par contre, si vous n'avez pas le machin de 17, le rivet de 17 à monter, et votre avion, vous n'allez pas pouvoir le livrer à la compagnie aérienne ou elle ne va pas vouloir le réceptionner. Donc on reste sur une industrie qui est très complexe et très contrainte par la sécurité. Oui, et qui garde, on l'a vu les incidents en début d'année, qui garde cet objectif de sécurité comme un objectif au cœur de sa problématique. C'est vital. Est-ce qu'on peut redire un mot de recrutement? Parce que j'avais encore des questions sur ce plan-là et sur ce thème-là. Et je reprends Eulfred qui nous disait sur le chat, à l'AG du GIFAS de la semaine dernière, une explication a été donnée par rapport sur le rapport au travail qui a évolué. Si on veut caricaturer, l'industrie ne propose pas assez de télétravail. Mais alors, faire du soudage en télétravail, c'est compliqué. Ça, c'est pour le côté caricature. Mais oui, on voit une évolution des pratiques. Donc on a aussi, nous, des actions de ce côté-là, d'essayer d'aider les chefs d'entreprise à comprendre les attentes des personnes qui arrivent sur le marché du travail. Typiquement, quelqu'un avait partagé ça avec nous. Il y a une approche qui est beaucoup plus une approche beaucoup plus notariale du contrat de travail aujourd'hui. Vous avez un contrat à 35 heures, vous faites 35 heures. On n'est plus dans la dimension des cadres des années 70 qui arrivaient le matin à 8 heures et qui repartaient à 20 heures. Donc il y a ces évolutions qui sont à prendre en considération dans la relation, dans la communication, dans le respect des engagements pris dans les uns et les autres. Donc il y a beaucoup de travail sur ce qu'on appelle la marque employeur. Mais la marque employeur consiste à mettre en avant les valeurs portées par l'entreprise. Après, encore faut-il faire en sorte que ce qui est mis en avant en termes de valeurs se retrouve comme la réalité que chaque personne va vivre à l'intérieur de l'entreprise. Donc il y a beaucoup de travail qui est fait aussi de cette façon-là. Il y a effectivement beaucoup de demandes sur le télétravail. Donc là, on voit que l'entreprise industrielle a du mal à se mettre au diapason, on va dire, de cet élément-là, parce que souvent, ce qui est proposé par l'entreprise, c'est un projet. C'est un projet collectif. Et un projet collectif, on a besoin de le réaliser ensemble. On a vu aussi des difficultés liées au télétravail pendant la crise. C'est par exemple quand on est dans une phase de conception, ce que vous allez régler à la machine à café, je suis très trivial aussi, mais c'est pourquoi tu m'as mis une vis de 12 là, moi j'ai les crocs qui passent pas. Ah bon, ok, mais je vais en mettre une de 10, c'est juste que j'avais pris une sécurité. Enfin, des choses comme ça qu'on m'a rapportées, qui existent vraiment, et où quand vous êtes en télétravail, ces éléments-là ne se font pas. Une vraie question de curiosité personnelle, quel est le nombre de personnes réellement en France qui font du télétravail? Ça a beaucoup de boulot qui ne sont pas télétravaillables. La dimension télétravail, elle vaut pour les cadres, beaucoup. Mais voilà, il y a aussi une notion d'équilibre entre... je suis dans l'atelier et je n'ai pas accès au télétravail, et donc notion d'équilibre, de relation dans l'entreprise entre les différents métiers. Donc oui, c'est des chantiers, des chantiers sur lesquels chacun doit trouver sa forme de réponse. Sur le recrutement, tu parlais de marque employeur, est-ce qu'on peut dire que le Salon du Bourget 2023 a contribué à cet essor des embauches qui ont été en fin d'année meilleures qu'espérées par le GIFAS? Bon, difficile à répondre, mais oui, le Salon du Bourget 2023, il faut rappeler, il n'y a pas eu de Salon du Bourget depuis 4 ans. Donc c'est toujours l'occasion, on va dire, d'une grande messe médiatique, donc beaucoup de visibilité sur la filière. C'était aussi, il y avait beaucoup d'IVTOL sur le salon, donc des objets nouveaux, des taxis volants, des objets attractifs. On va parler des carbonations, on va parler d'un certain nombre de sujets. Donc ça participe à remettre de l'attractivité sur la filière et sur ces entreprises. Après, pour nous, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, recruter des personnes dans les ateliers, on va revenir à notre chaudronnier ou à notre soudeur. C'est pas au Salon du Bourget qu'on va les recruter. On sait que, on va dire, là aussi caricature, mais en dessous du niveau de formation Bac+2, on a très peu de mobilité géographique, donc on est plutôt sur des problématiques de bassin d'emploi, donc aller recruter un chaudronnier pour Issoire au Salon du Bourget. Puis il y a l'avion des métiers, d'une manière plus générale, il y avait ces démonstrations des métiers au Salon du Bourget qui ont pu contribuer
globalement aux embauches. Il y a cet élément-là, et tout ce qu'on fait nous en région, ce que font les autres clusters dans les autres régions. Donc nous, on a le Mondial des métiers. Je parlais hier soir, il y a un événement généralement fin septembre. On sera sur France Air Expo avec l'Académie aéronautique, avec des entreprises, des centres de formation. Donc oui. Donc on rappelle Issoire qui est dans le Puy-de-Dôme. J'avais oublié de le rappeler tout à l'heure. Issoire, 30 km en dessous de Clermont. Et c'est à l'occasion de Servolix. Servolix, tout à fait. Au mois de septembre. Tout à fait. Et France Air Expo, qui est un salon qui va se tenir bientôt à Lyon-Bron. Première semaine. 6, 7, 8 juin, si je ne dis pas de bêtises. Sur l'aéroport. Donc il y a beaucoup d'initiatives, et là moi je parle de ce que je connais, il y a aussi des initiatives des entreprises, donc il y a beaucoup d'initiatives pour essayer de redonner de la visibilité, de l'attractivité sur ces métiers-là, et je crois que c'est cet ensemble qui permet de remplir les objectifs que l'on a. Dans les difficultés actuelles de la chaîne de fournisseurs, on a parlé recrutement, on a parlé du besoin en fonds de roulement que tu nous as expliqué. Est-ce que l'approvisionnement en matières premières, en métal par exemple, est-ce que c'est aussi une difficulté en ce moment ? Alors, on a rencontré depuis qu'on est sorti de la crise et qu'on est reparti dans une phase d'augmentation des volumes de production, un certain nombre de difficultés. Les premières, ça a été les composants électroniques. Il y a eu des ruptures d'approvisionnement sur les composants. Là aussi, vous faites une carte électronique qui va servir à commander une vanne, enfin un vérin. Si vous manque un composant, vous assemblez pas votre carte. Donc il y a eu là-dessus des vraies pénuries, des vraies difficultés. Elles sont plutôt derrière. Aujourd'hui, il y a des crises spot, mais il y a plus de crise. Il y a eu des problématiques sur les cols et les mastiques. Donc là aussi, c'est produit aussi simple qu'une colle ou un mastic. Il y a eu des éléments. On a eu le titane. On en a beaucoup entendu parler au moment du déclenchement des événements en Ukraine. Et aujourd'hui, on est plus sur des difficultés sur des aciers, des inox. Difficultés d'approvisionnement dans certains aciers. D'approvisionnement de certaines matières métalliques. On a beaucoup parlé des obstacles à franchir, des défis à relever par la chaîne de fournisseurs française. Elle a aussi des points forts. Donc, les difficultés qu'on a mentionnées sont plutôt conjoncturelles, sont plutôt de court terme. Quels sont pour toi les points forts de l'industrie française, des fournisseurs français en matière aéronautique ? Je crois que d'abord, c'est ses savoir-faire. On en a parlé au début en illustrant, on va dire, les racines de nos savoir-faire régionaux, mais je crois que c'est un petit peu l'ensemble de on a 100 ans de culture aéronautique dans ce pays, on a un savoir-faire technique dans un grand nombre de domaines qui est important. On est très fort en activité d'ingénierie, donc de conception. On a des connaissances sur les matériaux, leur comportement, sur tout un tas de phénomènes physiques. Et je crois que c'est ce savoir-faire, ce background technique qui est la force. Et on voit aujourd'hui Boeing venir sourcer. Ils ont créé la Boeing French Team. Ça a un sens, et qu'ils viennent sourcer du savoir-faire technique et technologique dans notre pays, et parce qu'on est très bon là-dessus, et il ne faut pas avoir peur de le dire, on est très bon là-dessus. Et ça a été le cas en particulier, l'équipe Boeing française, la Boeing French Team, c'était le cas en particulier autour du programme Boeing 787, à la fin des années 2000, le programme de haute technologie qui a fait beaucoup avancer plusieurs technologies aéronautiques. Même si eux aussi sont très forts dans certains domaines, et quand vous voyez comment est fabriqué le fuselage du 787, des full barrels en composite. Full barrel, ça veut dire ? Alors c'est l'ensemble du fuselage est fait d'une seule pièce, là où la 350, on va dire, qui est le compétiteur, vous avez des cadres, des lisses et une peau qui est collée dessus en 4 morceaux. Le cadre, c'est le cercle, le lisse, c'est la pièce longitudinale, dans le sens du fuselage, et donc la peau, bien sûr, qui recouvre le tout. La peau externe. Donc il y a aussi des savoir-faire de et donc chez Boeing, ça c'est intégré. C'est intégré, c'est fait d'une seule tenant avec de la dépose de fibres. C'est donc des pièces qui vont faire 20 mètres de long, qui sont faites d'un seul tenant. Mais c'est ce qui nous différencie, effectivement, c'est ces savoir-faire-là. Et là où on a des enjeux, mais c'est traditionnel, on retrouve d'autres industries, c'est la compétitivité économique. On est concurrentiel. Les entreprises françaises sont concurrentielles. Alors, parfois, alors, elles le sont. Concurrentielles dans le sens, elles peuvent proposer des prix attractifs, c'est ça que je voulais dire. Non, j'ai dit c'est là où on a nos défis, parce qu'on voit que quand il y a un fort taux de main-d'œuvre sur une production, c'est là où on va aller chercher de la production au Portugal, de la production au Maghreb, par exemple.
ou en Roumanie, ou quand on est aux États-Unis, au Mexique ou dans d'autres pays. Il n'y a pas une tendance à rapatrier ces contrats, ces marchés, ce qui était sous-traité justement dans des pays à main-d'œuvre basse, du moins coût de main-d'œuvre bas. Alors aujourd'hui, l'automatisation, tous les progrès qui sont faits autour de l'automatisation des process permettent sur certaines productions de générer des opportunités de relocaliser des productions. Mais voilà, mais c'est chaque production. Ouais. Non, mais chaque production a sa réalité entre un investissement à consentir dans des moyens industriels pour mettre en place une production automatisée, les volumes de production à réaliser, donc la capacité à amortir l'investissement, et l'équation de cette même production en fonction de ce qu'elle exige en coût matière, en coût machine, en coût main-d'œuvre. Donc c'est une équation qui est à mesurer à chaque fois. Il y a quand même pas mal d'entreprises qui ont soit des filiales, soit des sous-traitants en Roumanie, par exemple, c'est-à-dire en Europe centrale, ou au Maroc. Il y a une grande zone d'activité aéronautique autour de l'aéroport de Casablanca. Vous avez aussi des choses qui se développent pas mal au Portugal. Donc on a beaucoup d'entreprises dans la région qui possèdent des ateliers dans ces pays-là. Certains grands groupes ont aussi implanté des activités, donc il y a une logique de fourniture locale. Il y a une logique parfois d'aller, on appelle ça maintenant pudiquement des best cost country, donc des pays au meilleur coût. Vous avez parfois des exigences clients que de pouvoir offrir ça. Vous avez aussi des stratégies de dollarisation, on est capable de produire dans des zones dollars. Alors ça ne concerne pas le Maghreb, ça va concerner le Mexique. Donc vous avez tout un tas d'environnements comme ça qui amènent à Quel est l'intérêt de produire en zone dollar ? Alors Airbus vous dira qu'il facture tout en dollars. Et donc il a besoin de dollariser une partie de sa production. Il y a un vrai enjeu de gestion du risque monétaire pour une entreprise comme Airbus ou comme Safran. Pour les fluctuations. Les fluctuations. Les taux de change. Si on est stable depuis quelques années autour de 1,10, on va dire globalement, on a eu des variations importantes qui peuvent faire que si vous n'êtes pas couvert correctement, vous pouvez perdre la rentabilité d'opération uniquement sur du risque de change. Alors couvert, ça veut dire se couvrir sur le risque de change, donc de taux de change entre l'euro et le dollar. Et effectivement, il y a peut-être une quinzaine d'années, l'industrie française avait des gros soucis du côté du taux de change. Effectivement, quand l'euro valait $1,50, c'était un gros problème Alors c'était aussi un problème de compétitivité. Si vous aviez fait des prix en dollars, effectivement, c'était très compliqué de retrouver de la compétitivité en produisant en euros et en ayant un dollar si dégradé. Est-ce qu'on peut parler montée en cadence ? C'est un terme qu'on entend souvent dans l'industrie. Gilles, je t'en prie. Oui, on avait commencé déjà un petit peu à en parler parce que vous aviez parlé donc du passage à 75 à 320 produits par mois à l'horizon 2026 ou 25 même. 26. Allez, on va raisonnablement fin 26. Fin 26, ouais. Et cette semaine, donc, Airbus a confirmé aussi qu'il augmenterait la cadence de production de l'A350 au-delà de ce qu'ils avaient déjà prévu au début de l'année, parce qu'il y a une forte demande. Donc, ces augmentations de cadence, ça veut dire aussi l'augmentation de cadence dans le plus petit des ateliers, du plus petit des sous-traitants. Oui, c'est toute la chaîne qui doit se mettre au diapason de ces volumes de production. Alors, on n'est pas encore revenu totalement à ce qu'on savait faire avant crise, c'est qu'on était en 2020, quand le Covid est arrivé, sur une trajectoire entre 57 et 62, et on veut aller aujourd'hui à 75. Donc ça veut dire recruter, former, mais c'est aussi investir pour développer des capacités, parce que ce gap entre, on va dire 60, où on était à peu près au moment où ça s'est arrêté, et les 75, on a besoin de développer les capacités industrielles, donc c'est-à-dire de l'investissement aussi, pour arriver à produire ces éléments-là. Donc pour les chefs d'entreprise, chez les fournisseurs, dans la chaîne de fournisseurs, c'est une source de stress supplémentaire, la montée en cadence demandée par Airbus et les autres grands ?
Alors, c'est un stress positif par rapport à celui qu'on a connu en 2020 quand le volume d'activité s'est effondré de 80, 90, des fois 100% pour certaines activités. Donc, c'est une difficulté parce que vous avez une demande client que vous avez du mal à satisfaire, parce qu'on revient à ces problématiques de recrutement, à ces problématiques de financement. Mais c'est une difficulté positive par rapport à celle qu'on a connue il y a 4 ans. Ouais. Est-ce qu'on peut parler un peu de demain, du futur, de l'avenir possible de la filière aéro-française en termes d'organisation, en termes de structuration de la filière, de cette industrie, de cette chaîne de fournisseurs? Est-ce que cette chaîne de fournisseurs a besoin de davantage de consolidation, c'est-à-dire de davantage de regroupement d'entreprises? Les clients appellent à davantage de consolidation. On voit que dans les difficultés que l'on a, on a des problèmes de ce qu'on va appeler maturité industrielle, c'est-à-dire maturité dans les outils que l'on utilise pour gérer la production. Capacité à intégrer des prévisions, à les décliner, à les transmettre au rang inférieur, capacité de mettre en œuvre des plans de progrès, donc inspiration de ce qui a été développé notamment dans l'industrie automobile. Donc ça demande d'avoir des gens expérimentés qui vont être capables d'accompagner ces changements-là, donc des gens qui ont un coût, et c'est plus facile à absorber ces coûts quand vous avez une entreprise qui est plus structurée et plus importante. Donc ça, c'est un petit peu la logique de consolidation. Est-ce qu'on peut dire que les clients, les grands donneurs d'ordre, disent à leurs fournisseurs « organisez-vous mieux, planifiez mieux ». Oui. On peut le dire comme ça. On a besoin que vous soyez mieux organisé, que vous planifiez mieux, et donc que vous sachiez à la fois augmenter une cadence et réduire une cadence. En fait, le vrai enjeu dans tout ça, il se situe à l'horizon 2035. À l'horizon 2035, normalement, Airbus va mettre un nouvel avion sur le marché, qui sera, qu'on appelle l'avion ultra frugal. Non, mais qui sera sans doute un avion, ça ne sera pas un avion hydrogène à cet horizon-là, mais ce sera un avion avec une nouvelle motorisation, donc soit le fameux moteur RISE décaréné, soit un UHBR, donc un moteur à plus forte taux de dilution, qui va amener de l'ordre de 25 à 30% d'économie en carburant par rapport à ce qui existe aujourd'hui, peut-être avec une architecture un petit peu différente. Là, on parle des ailes au banné, des ailes plus fines, enfin bon, bref. Allez, si on prend le cas théorique, on va arriver plein badin à cadence 75 à 320, on va arrêter la 320 et on va démarrer le nouveau et on va falloir qu'on monte à 75 tout de suite. Donc, on a besoin d'un outil industriel qui soit capable de faire ça. De freiner rapidement et d'augmenter rapidement. Et de switcher de l'un à l'autre. Et c'est ça qu'on est aussi en train de préparer. Au-delà de l'enjeu aujourd'hui d'être capable de produire parce que les compagnies demandent, que le marché demande les avions, c'est aussi préparer cette capacité à passer d'un programme. Il faut se rendre compte, on va remettre en jeu 75% de l'activité. 75% de l'activité, pardon, c'est ce que représente la famille A320, enfin, globalement, le court moyen courrier dans le chiffre d'affaires d'Airbus. Et dans un cas comme ça, est-ce qu'il n'y en a pas qui risquent d'être les perdants complets et puis d'autres les gagnants, parce que c'est pas facile pour une entreprise, surtout en fonction de sa taille, de décélérer et d'accélérer en même temps. Il y en a certaines qui vont être centrifugées là, sur un marché comme ça, non? Oui, il y a des risques qu'il y ait des perdants. Il y a une question déjà, c'est comment sera fait le fuselage de ce prochain avion? Est-ce qu'il sera en métal, comme en aluminium, comme l'est la 320 aujourd'hui? Ou est-ce qu'il sera en composite comme l'est la 350 aujourd'hui? Je resitue un petit peu ce que tu disais. Donc l'idée maîtresse finalement, donc l'enjeu comme tu le disais, c'est d'être prêt à changer complètement de technologie. Il y a l'enjeu court terme, je ne suis pas en train de dire que l'enjeu court terme il est négligeable. L'enjeu court terme, c'est assurer cette augmentation de cadence, en même temps être capable de fabriquer des missiles Aster parce qu'on en livre à l'Ukraine et qu'on a besoin aussi de maintenir des stocks stratégiques. Donc il y a aussi cette demande-là, d'être capable de fournir des hélicoptères, d'être capable de livrer des Rafales, d'être capable demain de livrer des Ariane 6. Donc il y a cet enjeu-là. Et puis tout en préparant un système industriel qui sera capable d'être performant. Juste, il faut se rappeler, dans les années 80, quand la 320 est sortie, paraît-il que ceux qui pensaient qu'on en produirait un jour 10 par mois étaient pris pour des fous. Oui, on tablait sur 600-700 avions au total produits sur la vie du programme. Voilà. Et aujourd'hui, on cherche
avec des technologies qui ont été choisies pour faire 6-8 avions par mois, on cherche à en faire 75 par mois. Donc demain, on va essayer de faire nativement un programme qui sera capable de monter peut-être à cadence 100 par mois. Donc on choisit aujourd'hui, ou on va choisir dans les années qui viennent, des façons de produire qui seront des conceptions, des technologies capables d'être produites ça veut dire qu'il faut au rythme de production, à une forte cadence de production. On revient à maturité industrielle, il faut qu'on ait des méthodes industrielles qui permettent d'industrialiser en même temps qu'on développe. Et que quand on lance une production, on ait la maturité industrielle qui permette de faire cette accélération-là. À l'instar de ce qu'est capable de faire l'industrie automobile, où quand on appuie sur le bouton, on est capable de livrer des centaines, des milliers de véhicules par jour. Donc c'est ça qu'on recherche à l'échelle de l'aéronautique, avec la complexité de l'aéronautique. Et donc à l'horizon 2035, donc l'enjeu c'est de passer du programme A320 à 75 avions par mois à son remplaçant, à la même cadence, pour remplacer la flotte très rapidement. En quelques mois. Ça me laisse rêveur. Avec les difficultés qu'on a à passer. Non, mais disons qu'on a besoin que la supply chain monte dans ce qu'on appelle la maturité industrielle. Donc sa capacité à industrialiser, sa capacité à produire bon du premier coup, et sa capacité à aller vite sur tous ces éléments-là et de manière sécure, en garantissant la qualité, parce que la qualité fait la sécurité des avions. Et donc je rappelle dans les grands objectifs à l'horizon 2035, donc il y a effectivement l'idée de produire un avion à hydrogène, donc avec les précautions oratoires que tu as prises, un avion à hydrogène en 2035 qui ne sera pas le successeur de l'A320, qui sera vraisemblablement un avion à la distance franchissable un peu moindre et à la capacité un peu moindre, un gros avion régional vraisemblablement. Et aussi à l'horizon 2035 ou un petit peu plus tard, honnêtement c'est vraiment un truc qui m'intrigue, mais bon en tout cas un peu plus tard que 2035, le remplaçant de la 320, donc effectivement avec en particulier des moteurs beaucoup plus économes et une capacité qui ressemblerait à celle de la 320 d'aujourd'hui. La feuille de route de décarbonation de la filière est publique. Ça s'appelle la réponse à l'article 301 de la loi Climat et Résilience. Elle a été publiée en février-mars 2023. Vous pouvez aller voir, il y a la roadmap de ce qu'on appelle le CORAC, donc Conseil d'orientation pour la recherche aéronautique civile, et ça désigne les cibles. Donc vous avez un ATR hybride électrique, un régional hydrogène et un SMR ultra frugal. Donc SMR short medium range, donc le remplaçant court moyen courrier, remplaçant A320 ultra frugal. Développer 3 avions en même temps, ça va être, on va dire, chaud patate. Non, mais en termes de ressources d'ingénierie et de capacité financière, c'est compliqué. Donc le premier, là, il y a tout un tas de réflexions. Pour l'instant, c'est plutôt en train de se décaler sur un hybride électrique chez ATR. On va voir déjà... ce serait l'ATR Evo. L'ATR Evo. On va voir déjà dans les 2 ans qui viennent qu'est-ce qui va être fait. Derrière, vous avez le développement des motorisations alternatives ou des motorisations de nouvelle génération. Donc, pour ce qui concerne Safran CFM, c'est d'un côté le RISE, donc un moteur décaréné, et de l'autre côté, un moteur à plus forte taux de dilution. Donc là, on parle de moteur non caréné, ça veut dire sans l'enveloppe autour. Donc on voit quelque chose qui ressemble à une hélice. Et à forte taux de dilution, donc là, ça ressemble à un réacteur d'aujourd'hui. C'est un réacteur d'aujourd'hui où on a augmenté le diamètre de la soufflante. Et donc, c'est propice à des meilleures consommations. Après tout ça, chaque fois, on change d'échelle. On a des problématiques plutôt d'ordre vibroacoustique qui se posent et qui sont en train d'être travaillées en lien avec les laboratoires. Et on revient à ce qu'on sait faire, à nos forces. C'est la technicité, la maîtrise de ces savoir-faire complexes. Voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On est dans un environnement qui est favorable parce que il y a effectivement des laboratoires de recherche. Je pense à l'ONERA, mais c'est pas le seul. Les grandes écoles aussi qui forment des ingénieurs aéronautiques et qui en permanence se remettent en question. Donc ça, effectivement, ça assure le futur. Ou au moins ça construit le futur. Pour l'assurer, il faut trouver les bonnes solutions. Non, mais on entend dire que notamment sur le RISE, le RISE c'est des problématiques acoustiques. Donc le RISE c'est le projet de CFM, donc GE et Safran. GE et Safran, le moteur décaréné. Donc celui-là, il offre des promesses et pour l'instant, il pose des problématiques d'ordre acoustique. C'est-à-dire que puisqu'il n'y a pas de carénage autour, il y a du bruit rayonné qu'il faut arriver à
à gérer, à contraindre, à annihiler. Donc il y a des recherches en cours sur comment on peut faire sur des mesures d'atténuation passive, active de ce bruit-là. Alfred, Guillaume Faury a parlé de catastrophic success pour l'A320. Effectivement, l'avion a été pensé pour une production totale de 700 exemplaires au départ, ce que tu disais Thierry. Et le marché estimé, donc 700. Et 30 ans plus tard, il faut en produire 700 par an. Ouais. Et ça, c'est vrai. Et on peut faire référence à l'ouvrage de référence Airbus, la véritable histoire de notre regretté confrère Pierre Sparaco. Pierre Sparaco, qui raconte très bien les débuts, le lancement du programme A320. Et avec un programme qui ne cesse d'évoluer, puisque le prochain, la dernière version qui arrive, la 321 XLR, donc Extra Long Range, donc grande capacité de rayon d'action, va être capable d'offrir des vols transatlantiques. Alors, je ne sais pas en termes de confort passager, ça il faudra essayer, mais voilà, nouveau terrain, on va dire, d'application ou d'exploitation pour cet avion qui lui redonne encore plus de perspectives. Effectivement, oui, parce qu'en ouvrant de nouveaux marchés, de nouvelles lignes, avec des flux moins importants, ça permet effectivement de développer encore le marché de la 320. Alors quand on parle de la 320, aujourd'hui on parle de famille, parce que la 320, il se décline en 19, 20, 21, et chacun se déclinant lui-même en différents modèles. Et la perspective, c'est qu'on est 70% à 321. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. À l'horizon de quelques années. Et on voit des commandes antérieures qui sont renégociées pour passer justement du 320 au 321. Tout à fait. Donc on a brièvement évoqué le secteur automobile au détour de notre conversation. Et l'automobile fait beaucoup mieux que l'aéronautique en matière de livraison en temps et en heure et au niveau de qualité attendu. Comment expliquer cette différence énorme en niveau de qualité et en ponctualité de livraison? On n'a pas les mêmes volumes, on n'a pas la même complexité, donc la comparaison à un moment doit s'arrêter. Enfin, on peut pas tout calquer sur un autre secteur qui a ses propres spécificités. Bon, la première problématique, on l'a abordée, c'est parvenir à s'affranchir de toutes ces contraintes d'environnement, on va dire, en matière de recrutement, en matière de financement, d'avoir la bonne allocation de ressources, de matières, etc. au bon endroit. Et après, là où l'aéronautique l'automobile est très forte, c'est dans la gestion de ses prévisionnels et dans la cascade de ces prévisionnels dans la chaîne de fournisseurs. Pour avoir discuté récemment avec des gens qui viennent de ce monde-là, ils me donnaient cet exemple, disant que si demain je commande une Mercedes verte, il m'a dit ça comme exemple, avec une queue de léopard pendue au plafond ou je ne sais où, en une semaine, le dernier maillon de la supply chain est au courant du besoin exprimé et peut prévoir sa production pour livrer les éléments. Donc le fournisseur du fournisseur est au courant. Donc il y a une cascade des prévisionnels, donc il y a une qualité de prévisionnel et une cascade sans filtre dans l'ensemble de la chaîne du prévisionnel, qui permet à chacun de définir le besoin et de planifier sa production pour arriver à livrer. Et on n'est pas à ce niveau-là dans l'aéronautique, en termes de qualité des prévisionnels, en termes de cascade des prévisionnels, et chacun va retraiter le prévisionnel qui est donné par Airbus, va plus ou moins adhérer à ce qui est donné, va faire sa propre gestion de stock dedans, parce que c'est aussi des éléments, on va dire, de performance financière que dans la gestion des stocks. Et donc, tout ça génère de la perturbation et génère de la fluctuation. Et pour qu'une supply chain soit efficace, il faut qu'elle soit relativement stable. On parlait le jour en préparant de l'effet bullwhip, l'effet coup de fouet. Chaque fois qu'il y a une variation, elle se répercute dans la chaîne comme un coup de fouet et elle vient perturber et donc elle vient dégrader. Les performances en qualité, elles sont bonnes et on a un focus qualité historique dans l'aéronautique. Donc là aussi, il y a toujours des gains à faire, toujours arriver à produire toujours bon du premier coup et ne jamais avoir de rebut, ne jamais avoir de non-qualité. Mais c'est vraiment dans la qualité des prévisionnels, de la capacité à les traiter, à les intégrer et avoir des prévisionnels de qualité qui a des efforts à faire. Donc il faudrait peut-être mieux faire circuler l'information, c'est ce que tu nous dis, entre le client, entre le donneur d'ordre et ses fournisseurs? Entre le constructeur et le dernier rang, qui est une meilleure transparence sans doute de l'information sur l'ensemble des éléments de la chaîne. Alors, est-ce que ça veut dire que le constructeur, par exemple, hésite à partager de l'info qu'il juge stratégique, très protecteur envers son info, il hésite à la faire circuler? Ça veut dire qu'il y a de la complexité, que
il y a de la variabilité dans la demande, qu'il y a aussi de la variabilité dans la demande des airlines, que des choses qu'on ne voit pas, c'est combien de réaffectation de slots de livraison d'avions entre telle compagnie aérienne et telle autre. Donc là, tu parles du constructeur qui dit je vais livrer telle compagnie aérienne, je vais livrer X avion à telle compagnie aérienne à telle date, puis ce sera tel autre client, puis ce sera tel autre client. Donc il y a aussi de la variabilité dans cette demande qui impacte ce qu'on doit produire. Donc, je n'émets pas de jugement sur la difficulté à générer de la prévision fiable, quel que soit le niveau. C'est sans doute quelque chose de très complexe à maîtriser et à mettre en place. Parce que si ce n'était pas complexe, il l'aurait fait. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Pour certains, quand même, les niveaux automobiles restent un peu le Graal, les niveaux de livraison en temps et en heure et en qualité. De se rapprocher. Alors après, vous avez d'autres difficultés, c'est les enjeux de qualification et de qualité. Quand vous approvisionnez une barre de titane qui est qualifiée pour tel constructeur, elle n'est pas forcément qualifiée pour tel autre. Donc vous avez aussi cette difficulté-là dans la gestion de l'ensemble des éléments, parce que un matériau qualifié Dassault n'est pas forcément un matériau qualifié Airbus. Et donc si vous avez une exigence en termes de contrôle qualité sur une matière exprimée par un client, que ce matériau est qualifié et que le client d'à côté n'a pas forcément la même exigence, ou que l'exigence qualité s'est transformée par un autre test, si l'élaborateur de matière a lui produit un titane Dassault, il n'aura pas produit un titane Airbus. On aurait pu imaginer qu'il y aurait eu un standard aéronautique qui satisfasse tout le monde. En fait, non. Chacun a son exigence. Et puis chaque avion a sa génération. En plus. Donc quand vous avez qualifié un matériau d'une certaine façon pour un A320 développé dans les années 80, vous n'allez pas requalifier, parce que chaque fois, pour requalifier, là aussi, c'est une question d'équation et d'équilibre. Est-ce que l'argent que je mets sur la table pour requalifier quelque chose, pour déplacer une ligne, est-ce que je le récupère? Comment je l'amortis? Est-ce qu'il est rentable ou est-ce qu'il n'est pas rentable? S'il n'est pas rentable, je garde ma spec. Et donc, dans l'aéronautique, on travaille aussi avec des vieilles specs. Vieilles specs, c'est-à-dire des vieilles spécifications. Spécifications, c'est-à-dire des vieux critères. Des vieux critères. Pour la team replay, donc pour ceux qui nous regardent en replay, bien sûr, on est ravis que vous nous regardiez comme ça. Et vous pouvez aussi nous rejoindre en live tous les mardis à midi, ainsi que tous les vendredis à 18h. Ça, c'est le lâcher solo. Et un jeudi sur 2 à 20h. Et puis surtout, pensez à nous suivre sur YouTube, Twitch, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn. Ça nous soutient. Donc, on compte sur vous sur les réseaux. Donc, il me restait au moins une question pour toi. Toujours sur le thème aéronautique, est-ce qu'il y a des organisations, malgré les différences entre les secteurs automobiles et aéronautiques, est-ce qu'il y a quand même des méthodes, des organisations dont on peut s'inspirer, dont l'aéronautique pourrait s'inspirer de l'automobile? Alors, l'aéronautique va chercher, on parle beaucoup dans le domaine Lean ou du Toyota Manufacturing System, donc on a un certain nombre de standards qui ont été... Tous les outils de gestion de production qui ont été développés par Toyota pour parvenir à un niveau de qualité, de standardisation. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont aspirées. Aujourd'hui, sous l'égide du GIFAS, on a des choses qui avancent. On a un même référentiel dit de maturité industrielle qui s'appelle Aéro-Excellence, qui a été développé en commun par Dassault, Safran, Airbus, Thales, qui se déploie là depuis janvier 2024 dans la filière. Donc on en est au début. L'intérêt, c'est de proposer aux entreprises une évaluation de leur système opérationnel, operating system, de leur système de mise en œuvre de leurs opérations, selon les meilleurs benchmarks attendu par la profession, par ce biais-là, d'identifier les chemins de progrès. Et on retrouve des éléments qu'on disait tout à l'heure quand on parlait industrialisation. Aujourd'hui, dans un schéma d'industrialisation aéronautique, vous arrivez à un moment où vous faites ce qu'on appelle une FAI, donc vous faites un premier article, et à ce moment-là, vous figez les paramètres dans lesquels vous allez produire votre pièce. Donc, ça veut dire la première pièce produite. La première pièce produite et toutes les caractéristiques du process qui permettent de produire cette première pièce. Et aujourd'hui, on incite les entreprises à aller vers ce qu'on appelle, en termes de dossier de validation industrielle, les méthodes PIPAP, qui sont des méthodes qui sont issues du monde automobile. Donc intégrer, définir des caractéristiques clés, définir des plans de contrôle, des plans de surveillance,
des paramètres d'un process et qui vont permettre, quand on va remettre une production en route, par une meilleure maîtrise du process, de produire tout de suite bon et de gagner du temps. Donc un investissement initial qui doit permettre de gagner du temps derrière. Donc produire bon, c'est-à-dire éviter les défauts, donc produire au niveau de qualité requis et à la vitesse requise, livrée dans les temps. C'est le moment de rappeler que le patron d'Airbus, Guillaume Faury, a fait, dans sa carrière aéronautique, a fait une parenthèse de quelques années chez Peugeot. Et il le dit lui-même qu'il a appris beaucoup dans l'industrie automobile. Quoi qu'il en soit, enfin, on gagne toujours à aller observer ce qui se passe à côté, à prendre les meilleures pratiques. Après, l'enjeu reste toujours d'adapter la bonne pratique qu'on a vue dans un endroit où on fabrique de manière standardisée des véhicules par million, de venir l'adapter à ce qu'on appelle la petite série aéronautique. Il ne faut pas idéaliser non plus la filière automobile. Et là, je crois que je ne sais plus si c'est Alfred ou Franck May qui le disait tout à l'heure, mais c'est vrai que depuis la pandémie et le Covid et l'arrêt complet de l'industrie au niveau mondial, l'industrie automobile a eu quand même beaucoup de mal à remettre en route ces usines. Et encore aujourd'hui, les délais de livraison sont longs. On n'a pas toujours la voiture qu'on veut. Et souvent, c'est parce qu'il manque une pièce qu'on ne peut pas livrer. J'ai le souvenir, là, il y a 2 ans, de Peugeot qui livrait son modèle haut de gamme avec à la place du GPS une plaque, parce que le GPS n'était pas arrivé, et donc il fallait attendre. Donc là, sans doute victime des problématiques d'approvisionnement de composants électroniques. Bien sûr. Ouais. Et donc ça, tout le monde est logé à la même enseigne dans ce cas-là. C'est passionnant, c'est plonger dans le réseau de fournisseurs, dans la chaîne de fournisseurs. C'est vrai que prendre le temps comme ça, d'aller au fond du sujet, sans en rester aux grands stéréotypes, tout de suite, le problème prend une autre dimension. Hein, on le comprend mieux. Merci pour ta disponibilité. Merci de votre invitation. Merci les viewers. Allez, ciao, et puis n'oubliez pas, jeudi et vendredi.